Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être à nouveau parmi vous aujourd'hui et très heureux que pour cette tournée dans la région de l'Outaouais, d'être accompagné par le chef du Parti québécois, le chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale et député de Rosemont, M. Jean-François Lisée. La tournée s'est amorcée hier, d'abord par une rencontre vous le comprendrez, avec les membres du Conseil exécutif régional du Parti québécois, mais c'est poursuivi avec une assemblée citoyenne à la cabane en Boiron qui regroupait près de 200 personnes, des gens, bien sûr, sympathisants et sympathisantes du Parti québécois, mais il y avait une bonne proportion de la salle qui était composée de gens qui ne sont ni membres ou n'ont jamais participé à des activités du Parti québécois. Et ça, je pense que c'est fort intéressant et ça dénote qu'il y a quelque chose qui se passe, non seulement à l'échelle du Québec, mais ici, dans la région de l'Outaouais. Et M. Lisée s'est prêté à un échange très détendu, questions-réponses avec les gens dans l'Assemblée. Ça a été fort intéressant. Ce matin, ça a commencé tôt. M. Lisée a donné des entrevues très tôt, mais par la suite, on a rencontré des représentants et représentantes du milieu de l'enseignement supérieur dans la région de l'Outaouais. On sait que dans la région ici, nous vivons des problématiques particulières en matière de santé, en matière d'enseignement supérieur. Et s'il y a je dirais un symbole qui illustre à la fois cette problématique en matière de santé et cette problématique en matière d'enseignement supérieur, c'est ce projet de faculté de médecine dans la région de l'Outaouais. Alors, sans plus tarder, vous me permettrez de passer la parole à M. Lisée pour parler plus spécifiquement, entre autres, de cette question de la faculté de médecine en Outaouais. Merci Stéphane. Bonjour à nous tous. Donc, c'est ma deuxième présence en Outaouais en quelques mois. Je commence à y prendre goût. Je sais que Stéphane nous en parle constamment au sein du caucus, dans nos conversations. Et il nous en parle constamment parce qu'il y a des problèmes particuliers en Outaouais qui dénotent un certain abandon du gouvernement libéral. Les libéraux tiennent l'Outaouais pour acquis, tiennent les électeurs de l'Outaouais pour acquis. Alors, à quoi bon, se disent-ils, se préoccuper vraiment de leurs problèmes? Et lorsqu'un coroner dit que l'urgence de l'hôpital de Gatineau est un des pires, non seulement au Québec, mais en Occident, ça demanderait une action immédiate qui ne vient pas. Au contraire, il y a une réduction des services. L'Outaouais, comme les autres régions, a été victime de l'hypercentralisation des services de santé par le ministre Barrette. Et le ministre Barrette, qui, de toute évidence, est intervenu dans ce dossier de la faculté de médecine en Outaouais de la façon qui le caractérise, c'est-à-dire sans consulter les acteurs locaux, sans trouver une solution qui serait optimale. Et moi, je trouve important, c'est une bonne nouvelle qu'enfin, l'Outaouais ait une faculté de médecine, une cohorte de 24 étudiants par année. La pénurie de médecins de famille en Outaouais est criante, demande une réponse immédiate. Mais lorsqu'on gratte un petit peu, on se dit, bon, est-ce que les acteurs locaux de l'éducation supérieure sont satisfaits de la solution? La réponse, c'est non. L'Université du Québec en Outaouais dit pourquoi est-ce qu'on a été écarté essentiellement de ce dossier alors que des facultés de médecine délocalisées à Trois-Rivières ou au Saguenay, les universités du Québec, à Chicoutimi et à Trois-Rivières, ont été arrimées à cette initiative. Pourquoi est-ce que l'Université du Québec en Outaouais n'est pas traitée aussi bien que les autres universités du Québec ailleurs? Pourquoi est-ce que ce n'est pas sur le campus de l'Université du Québec en Outaouais que ça est fait? Et comme énormément d'organismes de la région, on se dit, mais pourquoi est-ce que les francophones de l'Outaouais n'ont pas droit à un enseignement en français pour la totalité de leur cours en médecine, alors que s'ils traversent la rivière des Outaouais à l'Université d'Ottawa, ils ont accès à des études totalement en français. Écoutez, pour moi, je ne comprends même pas qu'on ait ce débat-là. Je ne comprends même pas que la question existe. Nous avons 4 facultés de médecine au Québec, 3 francophones. Et là, on nous dit, écoutez, c'est McGill qui va s'occuper d'Outaouais. Ça va être des professeurs unilingues anglais de McGill qui vont faire par visioconférence certains cours au niveau des premières années. Je dis, écoutez, là,
traversez la montagne à Montréal, vous allez trouver des professeurs francophones qui, eux aussi, ont Internet, puis ils ont Skype, puis ils pourraient le donner en français, le cours, si vous ne les convainquez pas de venir jusqu'à Montréal. Il n'y a aucune raison linguistique, logistique, politique, qui justifie que 100% des cours ne soient pas donnés en français à la faculté de médecine de l'Outaouais. Aucune raison. Et je trouve déplorable que le ministre de la Santé et que la ministre de l'Éducation supérieure ne se soient pas immédiatement rendus aux arguments des acteurs locaux et du simple bon sens que lorsqu'on a une faculté de médecine francophone, on fait les choses en français. Et si McGill est incapable de le faire, bien, qu'on demande à une autre université francophone de le faire. La raison pour laquelle c'est McGill qui a été choisi, c'est que, pas au ministère de l'Éducation, mais au ministère de la Santé, le réseau universitaire qui couvre Gatineau, c'est McGill. Il n'y avait rien qui obligeait qu'une fois qu'on passe à l'éducation, ce soit McGill. Il n'y a rien qui l'interdisait. Mais il y a eu un genre d'automatisme qui, j'admettrais qu'on lui demande, puis quand McGill a dit, écoutez, on pourrait le faire, mais pas totalement en français, on dit, bien, merci d'avoir essayé, on va se tourner vers une autre université et on va faire une entente avec l'Université du Québec en Outaouais pour faire un bon arrimage. Alors moi, je vous dis, là, dans 19 mois, il y a une élection, 1er octobre 2018. Si ce dossier-là n'est pas réglé à la satisfaction des droits linguistiques des gens de l'Outaouais et à la satisfaction des acteurs postsecondaires, nous allons réouvrir le dossier. Le gouvernement du Parti québécois, élu en octobre 2018, va réouvrir le dossier. Nous ne voulons pas retarder d'aucune façon le fait qu'il y ait des cohortes de 24 étudiants qui commencent en 2020 à prendre les cours ici, mais dans le respect de cet échéancier, nous allons faire en sorte que le dossier soit correctement construit. La deuxième chose qui me dérange, c'est que le choix de McGill a un impact sur la rapidité avec laquelle les gens de l'Outaouais pourraient avoir accès à des nouveaux médecins. Lorsque vous êtes cégepien et que vous choisissez votre faculté de médecine, si vous allez à l'Université de Montréal ou de Sherbrooke, vous passez directement en médecine. Vous commencez votre première année de médecine. Mais si vous allez à McGill ou à Ottawa, il faut faire au moins 2 ans de pre-med. Donc, ça vous retarde de 2 ans. Le choix de McGill pour l'Outaouais ajoute 2 ans d'attente pour un étudiant qui veut commencer sa médecine. Ça aurait dû faire partie de la réflexion. Il y a urgence d'avoir des médecins de famille et des médecins spécialistes en Outaouais. Pourquoi est-ce qu'on a pris le parcours le plus long plutôt que le parcours le plus court et qui aurait permis de faire une vraie séquence entre les gens qui sont au cégep de l'Outaouais en sciences de la santé et la faculté de médecine de l'Outaouais. Là, il y a un bris. On sort du cégep de l'Outaouais, il faut faire pre-med en quelque part, il faut faire un bac en quelque part avant de s'inscrire. Alors écoutez, ce dossier-là, il a été très mal géré. Il a été géré par des gens à Québec qui n'ont pas les intérêts de l'Outaouais à cœur. Stéphane nous parle de ce dossier-là depuis longtemps. On en a discuté lorsqu'on est venu ici à l'automne. Ça avance très peu. Là, on nous dit, ah oui, au début, on disait que dans la première année et demie, 80% des cours allaient se donner en anglais. Maintenant, c'est rendu à 50. Mais pourquoi ce n'est pas à 0? Si vous avez baissé de 80 à 50, bien, faites le reste du chemin. Je ne comprends pas que ce simple bon sens ne soit pas compris par le gouvernement libéral. Et on en tire la conclusion là-dessus, comme dans d'autres dossiers, que finalement, ils tiennent l'Outaouais pour acquis. Alors, à quoi bon passer du temps là-dessus, permettre le rattrapage en termes de programme, par exemple, l'Université du Québec en Outaouais ou au Cégep. De toute façon, ces gens-là vont voter libéral. On a des nouvelles pour eux. Dans Papineau, la dernière fois, le libéral a gagné par 78 voix en 2012. En 2012, par 78 voix. Alors, je ne veux pas trop les réveiller, là, les libéraux de la région, mais nous, on va être très présents en 2018. On va avoir des candidats, on va investir. On a des militants qui sont motivés. Je les ai vus hier soir, près de 200, très, très motivés. Et notre objectif, c'est que l'Outaouais soit représenté
au sein du caucus du Parti québécois et du gouvernement du Parti québécois en octobre de l'an prochain. Merci. Merci beaucoup, M. Lisée. Merci. M. Bergeron, on va y aller à la période de questions. Merci de vous identifier, ainsi que les médias pour lesquels vous travaillez. M. Bélanger. Oui, M. Bélanger du quotidien Le Droit. La question de la formation en anglais à la faculté satellite de médecine est connue dans la région depuis 3 ans. On avait publié ça en pleine campagne électorale. Tous les partis, le vôtre inclus, avaient patiné sur cette question-là en campagne électorale. C'est quelque chose qui est connu. Là, aujourd'hui, vous interpellez le gouvernement sur cette question-là de façon assez vive. Mais si ça avait eu lieu, par exemple, au Saguenay ou ailleurs au Québec, est-ce que ça aurait été aussi long avant de voir le Parti québécois interpeller le gouvernement sur cette question-là? On a l'impression que ça a été long un peu. Ben, moi, je ne suis pas du genre patineux. Vous commencez à me connaître. Et puis, dès que j'ai été sensibilisé à cette question, même pendant la course au leadership, j'ai pris position. Et donc, vous pouvez nous faire confiance que cette situation-là, ça n'existera pas sous un gouvernement du Parti québécois, des cours en anglais à une faculté de médecine en Outaouais. Puis si je peux me permettre, je vous trouve un peu injuste lorsque vous dites que ça a été long. Avant le déclenchement de la campagne électorale, nous avions annoncé que nous allions établir une faculté de médecine et que le campus allait être établi dans les installations de l'UQO. Alors, notre position était très claire dès ce moment-là. Elle n'a jamais changé. Et je pense que c'est la controverse actuelle qui amène à ce qu'on réitère cette position aujourd'hui. Quand vous dites que sous un gouvernement du Parti québécois, cette situation-là n'existera pas. Il n'y aura pas de formation en anglais à la faculté satellite. Vous dites ne pas vouloir non plus retarder l'entrée d'une première cohorte en 2020. Mais si McGill refuse de collaborer, parce que c'est ce qui semble être le cas actuellement, est-ce que devant ce manque de collaboration-là, est-ce que vous pourriez retarder l'entrée d'une première cohorte si il devait y avoir une formation en anglais, une partie de la formation en anglais? En aucun cas. Je veux dire, c'est pas compliqué, là. McGill peut embaucher des professeurs francophones pour le faire, peut faire de l'impartition envers l'Université de Montréal ou l'Université de Sherbrooke pour que des profs francophones le fassent. Et s'ils ne veulent pas le faire, ben, on va le faire pour eux. Il y a quand même plus d'1 an entre notre élection d'octobre 2018 et la première cohorte, qui serait en septembre 2020. On a le temps amplement de faire ces ajustements-là. Moi, je viens du milieu universitaire. Pendant 8 ans, j'ai été à l'université. Et lorsque l'université décide de faire quelque chose, 2 ans, c'est amplement le temps. Monsieur Lisée, Nathalie Tremblay de Radio-Canada, tantôt vous avez fait référence à la situation aux urgences. Vous avez dit que l'Outaouais est victime d'hypercentralisation de Québec, sauf que les problèmes de santé en Outaouais, vous le savez sans doute, datent bien avant ça. Il y a eu des successions de gouvernements, le vôtre comme celui du Parti libéral, pardon. Qu'est-ce que vous proposez de différent qui n'a pas réussi dans le passé à remonter un peu justement la situation des urgences et de la santé en Outaouais? Bien, je vous rappellerai simplement qu'au cours des 15 dernières années, nous avons été au pouvoir pendant 18 mois. Les 13 autres années, c'est le gouvernement libéral. Alors, on va répartir la tâche. Et jamais on a eu une hypercentralisation comme celle qu'a imposée Gaétan Barrette depuis 3 ans, enlever du pouvoir local au CLSC, aux hôpitaux, les C3S qui ont été démantelés, les associations de directeurs d'hôpitaux qui n'existent plus, les directeurs de santé publique qui sont muselés, les directeurs de centre jeunesse qui existaient en association, qui a été dissoute, le commissaire à la santé qui a été aboli, les comités de patients dont le rôle a été amoindri. Je veux dire, c'est incroyable, cette centralisation, ce recul de la démocratie à l'intérieur et des voix discordantes à l'intérieur de la santé. Et ça, c'est très préoccupant, juste en termes d'organisation. En plus, la décision du Dr Barrette d'affaiblir les CLSC au profit des GMF, qui sont dirigés par des médecins,
ajoute au trouble. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose, nous? D'abord, il va falloir faire l'état des dommages lorsqu'on arrivera, parce qu'il y a des dommages supplémentaires qui sont causés chaque mois. Mais on a quand même quelques grandes idées, des idées fortes. Alors, la première chose, c'est que la rémunération des médecins doit être gelée. Les médecins, avec Dr Barrette, Dr Couillard et François Legault, quand il était ministre de la Santé, c'est lui qui a mis le bras du Québec dans le tordeur, ont eu une augmentation de rémunération annuelle de 3 milliards de dollars. 75 de chaque argent nouveau qui entre dans la santé vont en rémunération des médecins et non dans les soins. Et si on n'intervient pas, il y a un autre 2,4 milliards par année qui va être ajouté à ça. Alors nous, on dit, écoutez, on va geler la rémunération des médecins jusqu'à ce que l'inflation fasse en sorte qu'ils reçoivent une rémunération qui est équivalente à la part de richesse qu'on veut bien leur donner en tant que société. Et c'était une grave erreur de dire que de tous les secteurs de la société, on a un secteur qu'on va privilégier et à qui on va donner la moyenne canadienne. En ce moment, ils ont entre 7 et 24 de plus de rémunération que ceux de l'Ontario. Alors, c'est une erreur magistrale. Il y a ça, mais il y a l'organisation des soins. Le Dr Barrette a fait une centralisation des soins autour de la figure du médecin, qui est une figure honorable. Mais nous, on veut décentraliser. J'appelle ça le Big Bang. On veut faire un Big Bang pour que les infirmières aient davantage de gestes cliniques à poser de façon autonome, c'est-à-dire sans avoir à donner une cote au médecin, que les pharmaciens aient davantage de gestes cliniques à poser de façon autonome et d'autres professionnels des soins aussi. Ce sont des décisions de désengorgement et aussi de réduction des coûts. La rémunération des médecins elle-même doit être modifiée. On ne veut pas créer un nouveau traumatisme, c'est-à-dire de dire, bon, ben là, il a aboli les C3S pour faire les CIS, on va démanteler les CIS pour revenir au C3S. Non. Le secteur de la santé a été traumatisé. On ne va pas changer les structures, on va les améliorer, on va améliorer leur aspect démocratique, on va faire en sorte que ce ne soient pas des employés du ministre qui se font dicter l'ensemble de leur œuvre. On va redonner du pouvoir au comité de patients. On va faire ces changements-là à l'intérieur de la structure, mais essentiellement la redistribution des tâches, d'une part, et prendre ces sommes-là et les mettre dans les soins plutôt que dans la rémunération des médecins, ce sera déjà deux grands changements positifs. Si je puis me permettre juste un petit ajout, je fais du pouce sur ce que M. Lisée a dit. Sur les 15 dernières années, nous avons été en poste 18 mois. Et vous vous souviendrez que durant ces 18 mois, au-delà de maintenir le statut particulier pour la région de l'Outaouais, le Dr Hébert a entrepris le rattrapage du déséquilibre interrégional historique dont souffrait l'Outaouais en injectant des sommes importantes. Et l'objectif était de poursuivre sur cette voie, mais vous savez qu'il y a eu une élection en 2014 qui a reporté le Parti libéral au pouvoir. On a l'impression qu'on revient en arrière et si ça se trouve, la situation s'empire actuellement, ici comme ailleurs. Donc, avec ce que vient d'évoquer M. Lisée et le fait que nous avions amorcé le rattrapage à ce moment-là, je pense que c'est bon, c'est de bon augure pour la suite des choses sous un gouvernement du Parti québécois. Puis, quant à la question de McGill, avez-vous entendu les 5 députés libéraux de la région exiger quoi que ce soit de la part de l'Université McGill en termes d'enseignement en français? Alors, il faut manifester un peu de volonté politique et cette volonté-là n'existe pas présentement sous l'actuel gouvernement libéral et avec l'actuelle représentation libérale dans la région. J'aimerais ça vous entendre maintenant sur un dossier gatinois, la ville qui dépose ou qui souhaite par un projet de loi privé encadrer un projet d'amphithéâtre assez important ici à Gatineau. On a dit à la ville que, bon, on ne procède pas de façon régulière comme les villes le font, c'est-à-dire par appel d'offres. On veut vraiment encadrer ça d'un projet de loi qui devrait être déposé en principe la semaine prochaine. Je voudrais voir si vous aviez l'intention d'appuyer ce projet de loi-là ou si vous y voyez peut-être, ou vous aviez peut-être des réticences. On devait avoir une rencontre cet après-midi pour discuter du projet puis qu'on m'en offre les tenants et aboutissants. Puisque je n'ai pas la rencontre, je ne me sens pas suffisamment informé, mais je pense que Stéphane l'est.
Écoutez, vous savez que c'est une problématique qui perdure depuis un certain temps. Sous le gouvernement du Parti québécois, nous avions annoncé les sommes requises pour la construction du nouvel amphithéâtre. L'actuelle administration à Gatineau a choisi de procéder différemment. Alors, c'est évidemment une formule qui est originale et qui mérite qu'on y accorde notre attention. Je dirais que d'emblée, nous n'avons pas de raison de nous opposer à cette initiative qui traduit, je pense, la volonté des autorités municipales. Nous avons l'intention d'examiner le projet de loi à sa juste valeur. Nous ne l'avons pas encore vu et nous avons l'intention de collaborer avec notre collègue qui déposera ce projet de loi incessamment, et ce, dans le meilleur intérêt de la population de Gatineau. Parce que, vous le savez, c'est un dossier qui traîne et tout ce qui traîne se salit. Alors, il est important qu'on puisse éventuellement trouver une solution pour cette problématique qui a trop perduré jusqu'à présent. Moi, je voudrais revenir sur le dossier de la santé. Il y a eu 3 vagues de rapatriement des soins de l'Ontario vers le Québec au cours des dernières décennies. Et c'est les gouvernements du Parti québécois qui avaient amorcé ces 3 vagues de rapatriement-là. Aujourd'hui, bon an, mal an, par année, on dépense environ 100 millions de dollars pour des soins en Ontario. Souvent des soins tertiaires, mais aussi de première ligne qu'on pourrait offrir ici. Si vous reprenez le pouvoir, est-ce qu'il y a une volonté de lancer une nouvelle vague de rapatriement des soins dans des domaines particuliers? Vous l'aviez fait la dernière fois avec la néonatologie. Mais bon, il y a encore, comme je disais, il y a encore une centaine de millions par année qui se dépensent dans les hôpitaux d'Ottawa. Est-ce que c'est une volonté que vous avez? Bien, c'est une problématique à laquelle on est très attaché. C'est clair qu'on a agi dans le passé et que dans l'élaboration de notre programme pour 2018 et de nos programmes régionaux, on va vous en parler. Mais ça nous intéresse. On pense que c'est la bonne voie, mais on va se revoir d'ici là. Je m'excuse, chers collègues, je vais changer de sujet. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent et de plus en plus en Outaouais pour qu'on élargisse l'autoroute 50. Un autre projet qui, en Outaouais, a vu des gouvernements se succéder. On avait parlé d'une autoroute à 4 voies, on est à une autoroute à 2 voies. Il y a une certaine volonté, mais quelle est votre position sur un élargissement de la 50 sur toute sa distance? Je n'en ai pas encore. Et donc, ça fait partie... Vous êtes arrivé par la 50 ou la 417? Par la 50. Par la 50, tout à fait. Mais Stéphane, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est-à-dire que, selon ma compréhension des choses, et c'est ce qu'on m'avait présenté à l'époque où j'étais ministre responsable de la région, la configuration, je dirais, des segments, des tronçons, est telle qu'elle peut effectivement être élargie à 4 voies. Évidemment, il y a des considérations budgétaires qui ont fait en sorte qu'on en est arrivé à la solution de compromis à laquelle on en est finalement arrivé. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a réussi à identifier un certain nombre de tronçons, je dirais, plus à risque sur le plan des accidents, et que s'il doit y avoir des sommes investies pour un élargissement, on va devoir y aller de façon progressive, mais on va devoir, je pense, commencer par ces tronçons et faire ce qu'on a fait jusqu'à présent pour doter la région d'un lien avec le reste du Québec, c'est-à-dire y aller de façon progressive, mais l'objectif à terme serait effectivement de faire de cette autoroute une véritable autoroute, parce que pour le moment, sur plusieurs segments, c'est une route et non pas une autoroute. D'autres questions? M. Lisée, avez-vous l'intention de venir en Outaouais l'été prochain pour participer aux festivités du 150e de la Confédération canadienne? Je sais qu'il y a un projet, un genre de cadeau bizarre où on dit, c'est à quelle ville, là, le trottoir flottant? Comment? Excusez-moi, je ne sais pas. Le trottoir flottant là, qui est offert Wakefield. C'est Wakefield. à Wakefield, où on dit on va vous financer pour le 150e une partie du trottoir flottant, mais vous devrez payer la majorité, vous, de la municipalité. Et du gouvernement du Québec. Et du gouvernement du Québec. Alors, je dis, ben là, ça, c'est pas un cadeau, ça. C'est pas un cadeau, c'est une dépense.
Et nous, on est très engagés dans ce qu'on appelle l'autre 150e. Alors, l'autre 150e, c'est de faire en sorte d'utiliser cette année où on réfléchit sur notre histoire pour dire, il y a plusieurs choses à dire intéressantes sur l'histoire. Et d'ailleurs, on a vu que sur notre site Internet, il y a 5 fois plus de gens qui viennent sur notre site Internet, l'autre 150e, que sur le site officiel en français du 150e. Alors ça, j'appelle ça un bon succès, et c'est Stéphane Bergeron qui dirige pour nous cette opération. Nous avons pris la décision très facile qu'en aucun cas, nous n'allons perturber les célébrations du 150e, les Canadiens, les Québécois qui se sentent bien au Canada, qui veulent célébrer leur pays, c'est leur droit, c'est légitime, et nous ne sommes pas là pour gâcher la fête, mais nous sommes des bouts en train. Alors, à nos moments, sur nos réseaux, dans nos manifestations, on dit des choses sur le 150e. Donc, mais je n'ai pas le goût de venir célébrer le 150e, si c'est votre question, mais je laisserai ceux qui veulent célébrer le faire en toute quiétude. Elle va être visible dans la région, ou en fait, ce taux de 150e que vous voulez souligner, est-ce que ça va être visible dans la région ici? Bien, si je puis me permettre, je sais que notre organisation régionale caresse l'idée d'organiser une espèce de panel dans le cadre de cette commémoration. Alors, nous reviendrons ultérieurement par rapport à ce qui va se faire sur le plan régional. Mais comme l'évoquait M. Lisée, on a mis en place l'autre 150e parce qu'on se demandait ce qu'ils allaient faire de ce quart de milliard de dollars qu'ils ont décidé d'investir pour les célébrations du 150e anniversaire de la Fédération canadienne, parce que de fait, ce n'est pas une confédération, ce qu'ils allaient en faire. Alors, est-ce qu'ils allaient faire comme le précédent gouvernement conservateur avec la guerre de 1812, c'est-à-dire de présenter une comfort history, une histoire qui ne fait pas de vagues, une histoire qui est plutôt consensuelle, aseptisée, dans laquelle tout le monde peut se reconnaître parce que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil? Ou est-ce qu'on allait plutôt faire, comme ça se fait par exemple pour le 375e anniversaire de Montréal, une célébration où la grande absente, c'est l'histoire? On fait péter des pétards, on gonfle des ballons, mais on ne parle pas vraiment de l'histoire. Et comme on le sait, la Fédération canadienne, c'est une histoire conservatrice essentiellement. Je me suis dit que le gouvernement libéral à Ottawa serait peut-être moins intéressé de souligner les grands mérites de Johnny MacDonald, considérant que les libéraux de l'époque étaient contre la Fédération canadienne. Et qu'on allait peut-être effectivement se limiter à des parties, sans parler d'histoire. Alors nous, avec de l'huile de bras, parce qu'on n'a pas de moyens, on a décidé qu'on allait parler d'histoire. Il y a une opportunité qui nous est donnée de parler d'histoire, donc on parle d'histoire, et ça depuis le début de l'année. Et peut-être qu'à travers nos interventions, on jette un regard différent sur cette histoire des 150 dernières années. Parce que derrière l'anniversaire, il y a une histoire. Et nous, on veut parler de cette histoire. Maintenant, le chef du Parti québécois, M. Lisée, l'évoquait, il y a 5 fois plus de visites sur les plateformes de l'autre 150e que sur celles des célébrations officielles du 150e. Investir 250 millions de dollars pour avoir si peu d'impact, je me demande si c'est de l'argent bien investi. C'est à se demander qui bénéficie de cet argent-là. Merci beaucoup, tout le monde. Merci d'avoir été là. M. Lisée, M. Bergeron, merci beaucoup. C'est à vous.